Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, nous irons en Espagne, le plus gros producteur d'OGM de l'Union européenne. Ensuite, direction Varsovie, capitale de la Pologne, pays qui affiche une santé économique insolente dans une Europe en crise. Enfin, nous irons à L'Aquila, 3 ans après le séisme qui a dévasté la ville. Où en est la reconstruction? Mais d'abord, Thomas Raguet nous emmène en Grèce, où le patrimoine foncier de l'Église orthodoxe suscite quelques polémiques. Thomas, quelle est la place de l'Église orthodoxe dans la société grecque? Alors en Grèce, l'Église n'est pas séparée de l'État. Les Grecs sont à 90% orthodoxes et ils sont très attachés à la religion. Donc il est très difficile pour un gouvernement finalement de s'attaquer à l'Église. On l'a vu au début des années 2000 avec le gouvernement de Konstantinos Simitis qui a décidé de supprimer la référence à la religion sur les cartes d'identité. Avant cela, on pouvait tout simplement savoir si vous étiez juif, musulman ou chrétien orthodoxe en regardant votre carte d'identité. Ça a fait beaucoup de bruit, le clergé s'est élevé contre cette mesure, elle a mobilisé ses fidèles, il y a eu des manifestations dans tout le pays. Finalement, la réforme est passée, mais le gouvernement Simitis, lui, a été balayé aux élections suivantes. Donc là, on vous suit à Athènes. Athènes, à 2 pas du centre. Nous sommes dans le principal point de distribution alimentaire de la ville. Une distribution organisée par l'Église. Il est 15 h, une foule compacte d'immigrés et de Grecs se presse pour recevoir un repas chaud. Calmement, s'il vous plaît. Vous allez tous être servis. Les repas sont distribués par des bénévoles de la paroisse voisine. On distribue un repas par jour. Il y a 1300 portions. Les repas sont cuisinés, mis en barquette par un traiteur qui les livre ensuite ici. Tout est payé par l'Église. Sur les 515 points de distribution de l'archevêché, on est passé de 5000 à 10 000 et depuis 6 mois, on est à 12 500 repas distribués par jour. Cette action sociale, l'Église grecque la revendique. En pleine crise économique, elle lui permet de faire face à des critiques de plus en plus vives, visant ses privilèges et son exceptionnel patrimoine. Évalué à plusieurs milliards d'euros selon certaines sources officieuses, il reste très difficile à estimer. En Grèce, l'Église n'est pas séparée de l'État. Les religieux, à l'exception des moines, sont des fonctionnaires. 9000 au total, pour un budget annuel des cultes de 350 millions d'euros. Dans un pays où le Premier ministre prête serment sur la Bible face au clergé, l'Église est intimement liée au pouvoir. La constitution grecque y fait explicitement référence et rares sont ceux qui osent la critiquer. L'Église est bien entendu très forte. Vous avez des députés qui ne sont élus que grâce au concours de l'Église. Son patrimoine, l'Église l'a hérité de l'occupation ottomane. Les Grecs pouvaient alors lui léguer leurs biens pour éviter qu'ils tombent aux mains des Turcs. Résultat, elle possède de nombreux lieux de culte, 450 monastères et surtout des milliers d'hectares de terre à travers tout le pays. Plus surprenant, l'Église loue des bâtiments, immeubles d'habitation ou villas. Sur l'un de ces terrains, l'école ecclésiale d'Athènes a même fait bâtir ce complexe commercial et un parking dont elle perçoit les rentes. En clair, l'Église et ses différentes entités n'hésitent pas à investir pour faire fructifier leurs biens. Une stratégie qu'elle assume totalement. Il y a un patrimoine très important. Mais il faut trouver les moyens pour pouvoir utiliser ce patrimoine pour produire quelque chose. On est salarié, on touche chaque mois notre salaire, on n'a pas besoin d'avoir un intérêt par tous les actes qu'on veut faire, et tout l'argent et tous les produits vont rester à l'Église, et on va utiliser pour l'Église. Et qu'est-ce que signifie l'Église, c'est la question. L'Église signifie le peuple. Bref, l'Église met en avant la croissance engendrée par ces investissements et la redistribution de l'argent ainsi gagné. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est le traitement de l'Église du point de vue taxes, paiement de taxes, etc. Il y a un certain nombre de privilèges tout à fait exorbitants et en fait, aucun contrôle
fiscal n'est exercé à l'égard des prélats et des évêchés dans tout le pays. L'imposition de l'Église, un sujet qui fâche, surtout quand l'opinion a appris à l'automne dernier qu'elle serait exemptée d'une nouvelle taxe foncière. Au ministère de l'Éducation nationale, dont dépendent des cultes, on tient à préciser les choses. Les choses sont claires. L'Église, en ce qui concerne ses activités, en dehors de l'adoration elle-même, paye la même chose que tout le monde. Si elle loue un bien immobilier, elle paye une taxe comme vous et moi. Pour couper court à la polémique, le Saint-Synode a récemment publié sa contribution fiscale, 12 millions d'euros en 2011. Une somme en nette hausse par rapport aux années précédentes car depuis 2010, ses revenus sont taxés à hauteur de 20%. Quant à l'impact budgétaire des cultes, le message est clair. D'un point de vue strictement économique, le capital investi en salaire n'est rien, comparé à ce dont la société bénéficie de la part de l'Église. En Grèce, parler de séparation de l'Église et de l'État est quasiment tabou, et les rares projets de réforme d'envergure ont généralement été bien vite enterrés. Dans un pays où 90% de la population est orthodoxe, l'influente Église grecque dominera encore longtemps la vie publique. Thomas, pourquoi est-ce que c'est si difficile de chiffrer le patrimoine de l'Église ? Alors, il faut savoir que l'Église grecque est très morcelée. C'est dû en partie à l'histoire grecque. En fonction de la zone géographique où l'on se trouve, l'autorité n'est pas la même. Donc, c'est un pouvoir beaucoup moins centralisé que ne peut l'être l'Église catholique. Par ailleurs, il y a les monastères. Ils sont 450 dans tout le pays. Ce sont eux les principaux propriétaires terriens et ils fonctionnent de manière autonome. Il y a même celui du mont Athos qui est quasiment un micro-État. Donc, c'est très difficile de chiffrer ce patrimoine et donc de l'estimer. Et l'Église a-t-elle toujours été exemptée d'impôts ? Alors, elle en a payé sous l'occupation ottomane jusqu'à l'indépendance du pays. À cette époque-là, le gouvernement grec a voulu récupérer des terres et donc, en échange, a exempté l'Église de taxes. Il y a toujours eu des deals entre l'Église et l'État. Exactement. Après la Seconde Guerre mondiale, à nouveau, l'État veut récupérer des terres, mais en échange, l'Église obtient des immeubles dans les centres-villes. Il faut savoir que dans le laps de temps, elle paye à nouveau des impôts, mais les membres du clergé sont devenus des fonctionnaires. Donc, à chaque fois, il y a une sorte d'échange entre l'Église et l'État. Il y a quand même des exceptions. Il y a eu des taxes, notamment en pleine crise. Dernièrement, en 2010, le gouvernement Papandréou a décidé de taxer les revenus de l'Église et ça a fait augmenter sa contribution fiscale qui est passée de 2,5 millions en 2010 à plus de 12 millions d'euros l'année dernière. Merci Thomas. Alors que la Grèce s'enfonce dans sa 5e année de récession, d'autres pays de l'Union européenne affichent une santé économique insolente. C'est le cas de la Pologne, une réalité qu'il faut toutefois savoir nuancer. Fabrice, on parle de miracle polonais, pour quelle raison ? Alors ce miracle polonais, c'est d'abord un chiffre, 4% de croissance l'année dernière, une croissance qui est annoncée pour cette année encore à 3%, donc en léger tassement, mais quand même un chiffre qui évidemment donne envie à beaucoup d'autres pays européens. Mais c'est un miracle qu'il faut aussi nuancer, parce que la Pologne, c'est beaucoup de chômage, 9% de chômage, et puis un salaire moyen qui reste très faible, autour de 800 €. Donc c'est un miracle, c'est un paradoxe un peu polonais. Et nous, on s'est intéressé à la vitrine. La vitrine, c'est Varsovie, en plein boom économique, des immeubles partout. Enfin, je vous propose de voir ça dans le sujet que nous sommes allés tourner en Pologne à Varsovie pendant quelques jours. Bienvenue chez moi. À tout juste 20 ans, Martin a quitté sa famille et sa campagne pour cette résidence de la banlieue de Varsovie. Car depuis 2 ans, il étudie dans la plus prestigieuse école de commerce du pays. En Pologne, si l'on veut réussir, la capitale est un passage obligé. Le miracle économique polonais serait à ce prix. Oui, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce miracle polonais. C'est vrai, la situation économique évolue bien depuis quelques années. Nous, les Polonais, on aime bien se plaindre, mais on doit admettre que notre pays est en pleine réussite en ce moment, dans le sens où l'on est le seul pays à ne pas être touché par la crise. Plus qu'un miracle, la Pologne est un Eldorado. Partout à Varsovie, les sociétés étrangères s'affichent et embauchent. Dans cet immeuble, l'un des premiers Français à avoir cru en ce boom économique. C'était en 2006. 6 ans plus tard, la société d'ingénierie informatique de Grégoire Nito emploie 1000 salariés dans tout le pays.
Tout le monde vient s'implanter en Pologne parce qu'il y a pour deux raisons en fait. La première, c'est pour conquérir le marché polonais, marché de 40 millions d'habitants jeunes qui consomment. Deuxièmement, c'est pour chercher des solutions, donc des centres offshore ou nearshore, moindre coût que les pays occidentaux. Et là, donc la population polonaise est très recherchée parce que c'est une population fortement diplômée. Car l'autre atout de la Pologne, c'est sa jeunesse. Un Polonais sur deux a moins de 35 ans. Entre 2004 et 2007, 1 million ont choisi de chercher du travail à l'étranger. Depuis, la donne a changé. On recrute de nombreux Polonais qui reviennent d'Allemagne, d'Angleterre, parce qu'ils trouvent des niveaux de salaire très intéressants ici, notamment à Varsovie. Donc c'est une chance pour ces jeunes Polonais. À la Chambre de commerce franco-polonaise de Varsovie, on nuance cette question des salaires. Si tu peux voir qui encore on peut contacter. Les postes très qualifiés rattrapent leur retard, mais la Pologne, c'est avant tout une main-d'œuvre bon marché. 800 €, c'est le salaire mensuel moyen. C'est vrai qu'il reste des choses à faire. C'est vrai que chaque année, le gouvernement essaye d'augmenter le salaire minimum et on se rapproche petit à petit, peut-être pas assez rapidement pour certains, des salaires un peu dans des pays, même limitrophes. La République tchèque a quand même des salaires plus élevés que la Pologne. Donc c'est vrai que c'est un peu l'envers du décor. C'est vrai que pour les jeunes, c'est pas toujours facile de trouver du travail. Pour trouver un emploi, seuls certains cursus sont une garantie, comme les formations techniques ou celles d'ingénierie. Dans ces domaines, cette université de Varsovie est la plus réputée. Est-ce que je peux prendre le rapport sur les débouchés de nos étudiants? Merci. Selon ces chiffres, 86% des étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois après leur diplôme. Et moins de 10% partiront à l'étranger. Le résultat d'un partenariat étroit avec les entreprises. Avec les nouveaux besoins sur le marché du travail, nous avons créé de nouvelles spécialités et nous avons ouvert de nouvelles facultés qui répondent mieux aux attentes des entreprises et des étudiants. Et puis, au sein de l'université, il y a un conseil où siègent les grandes entreprises. Cela permet de connaître les profils qu'elles recherchent. Michal est l'un des 33 000 étudiants de l'université de Polytechnique. Il est quasiment assuré de trouver un emploi à l'issue de sa formation. Mais loin de Varsovie, la réalité serait plus complexe, alors il attend avant de parler de miracle. Je dirais que je suis plutôt réaliste, mais avec une dose d'optimisme pour notre avenir. Je crois profondément que dans 10 ou 15 ans, la situation de la Pologne sera vraiment bien meilleure. Cet avenir de la Pologne dépend en partie de l'Europe. Sa croissance de plus de 4% est sous perfusion de l'Union et une enveloppe de 67 milliards d'euros ces dernières années. Aujourd'hui, le pays est face à un défi. Améliorer le niveau de vie de sa population sans perdre de son attractivité, une équation complexe. Vous nous le disiez, Fabrice, Varsovie, c'est un peu une vitrine. Quelle est la réalité en dehors de la capitale ? Oui, le miracle polonais, c'est clairement un miracle à deux vitesses. Il y a Varsovie, plein boom économique, on l'a vu, les immeubles, les investisseurs étrangers qui sont très très présents. Mais à côté, c'est la campagne polonaise, et là, c'est une autre réalité. Manque d'infrastructures, un développement qui est très très lent. Tout reste à faire en dehors de Varsovie. Et ce miracle, Fabrice, c'est aussi grâce aux fonds européens. Clairement, c'est clairement un miracle sous perfusion européenne. 70 milliards d'euros investis depuis 2007 et jusqu'en 2013. 70 milliards investis principalement pour les infrastructures, puisque la Pologne manque encore de tout, ne serait-ce qu'en réseau routier. Et puis 70 milliards surtout investis dans l'agriculture, parce que ces campagnes qui sont à la traîne, il faut les développer. Et donc l'Europe a décidé de soutenir l'agriculture polonaise qui s'est grandement développée. Ça dépend des régions, mais en tout cas c'est le moyen trouvé pour l'Europe, par l'Europe, pour essayer justement de booster ces campagnes polonaises qui sont encore à la traîne. Effectivement, la Pologne est un des pays qui bénéficie le plus de la politique agricole commune, mais il y a un autre pays qui s'intéresse à la Pologne, c'est la Chine. Oui, la Chine a clairement fait de la Pologne sa tête de pont en Europe. Le Premier ministre chinois était encore en Pologne fin avril pour signer tout simplement une ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour mettre au point des projets de coopération. Donc la Chine est déjà très présente en Pologne.
Et surtout, elle veut utiliser la Pologne pour rayonner dans cette Europe centrale, cette Europe orientale, avec un projet tout simple, 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux et économiques d'ici à 2015 avec cette zone européenne. Donc autant dire que c'est un gros enjeu. Merci Fabrice. Un autre dossier secoue l'Union européenne, les OGM. Si certains pays ont pris des moratoires sur ces semences, d'autres commencent à le produire en masse. C'est le cas de l'Espagne et c'est Bérengère Dinglas qui nous en parle. Bérengère, quelle est la situation sur les organismes génétiquement modifiés ? Or aujourd'hui, dans le monde, les organismes génétiquement modifiés ne cessent de progresser. Leurs surfaces ont augmenté de 8% en 2011. Et dans ce paysage qui est globalement favorable aux OGM, l'Europe fait un peu figure d'exception. Les organismes génétiquement modifiés en Europe ne représentent qu'1% des surfaces cultivées au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a 7 pays européens qui ont émis des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire qu'elles interdisent sur leur propre sol la culture du Mont 810. Alors, au niveau légal, c'est discutable, donc c'est pourquoi il y a quelques semaines, ces pays ont essayé de négocier un compromis au niveau européen, parce qu'en même temps, de l'autre côté de l'Europe, il y a 6 pays aujourd'hui qui cultivent du Mont 810. Et dans ces pays-là, bien sûr, c'est l'Espagne qui est un petit peu la tête de pont des OGM en Europe, puisque les surfaces cultivées en Espagne représentent aujourd'hui 85% de ce qui est cultivé au niveau européen. Mais malgré sa position de leader, il y a une résistance qui s'organise, donc on vous suit en Andalousie. En ce moment, pour Angel, c'est l'une des périodes les plus importantes de l'année. Chaque jour, il inspecte ses ruches pour que sa récolte soit la meilleure possible. Des efforts qui pourraient être réduits à néant. Depuis l'automne dernier, il a beaucoup de mal à vendre son miel. Comme tout le miel espagnol, celui-ci est suspecté de contenir des traces d'OGM. Car en Espagne, près du quart du maïs produit est du Mont 810, un maïs génétiquement modifié. Aujourd'hui, le maïs transgénique n'est pas balisé. Il est mélangé avec le maïs conventionnel et il peut y avoir un apport de pollen OGM dans la ruche sans que l'apiculteur le sache. D'habitude, Miguel vend toute sa production à l'étranger, en Allemagne et en France principalement, mais l'an dernier, impossible d'exporter le moindre pot. En cause, un jugement de la Cour européenne de justice de septembre 2011, appelé affaire Bablock, il interdit à la vente tout miel ou pollen contenant des OGM. À partir du verdict de la Cour de justice, personne n'a plus voulu acheter de miel. Le marché est resté complètement bloqué. Il a fallu attendre pendant 3 mois avant que quelqu'un n'accepte d'acheter du miel espagnol, y compris le mien, et au moment de l'achat, on m'a payé 25% moins cher que 6 mois plus tôt. L'Espagne est le premier producteur européen de miel. C'est donc l'avenir de centaines d'apiculteurs qui est en jeu. Angel et ses collègues ont décidé de se battre contre les OGM. En février dernier, ils se sont rassemblés à Séville, la plus grosse manifestation anti-OGM que n'ait jamais connue la ville. À la tête de la contestation, Miguel Iscardio, élu à la COAG. Ce syndicat agricole proche de la Confédération paysanne dénonce l'influence des firmes mondiales sur la péninsule ibérique. Tandis que de nombreux pays européens renoncent aux organismes génétiquement modifiés, ici, les surfaces OGM continuent de progresser. Ils essayent de convaincre, je pense, à travers l'Espagne, que la coexistence est possible, alors qu'on sait bien que tout ça, c'est un grand mensonge. Si tu fais de l'OGM, d'ailleurs, tu es en train d'interdire que quelqu'un puisse faire du bio, que quelqu'un puisse faire de l'apiculture. On pense que c'est une stratégie de Monsanto et d'autres entreprises d'essayer à tout prix de faire augmenter la surface. Pour l'instant, le seul OGM autorisé dans le pays est le maïs Mont 810, un maïs contenant un insecticide BT. Il est cultivé sur près de 100 000 hectares, mais personne ne sait exactement où, car en Espagne, il n'existe aucune cartographie des plantations OGM. Ici, c'est transgénique, mais ici, ça ne l'est pas. Et on ne voit pas la différence. C'est sur les bords du Guadalquivir que Juan a décidé de semer du Mont 810. Comme on le constate, le maïs OGM et le maïs conventionnel ne sont pas différenciés. Tous les grains finiront ensemble. Voilà 3 ans que cet agriculteur andalou a commencé à planter du maïs OGM et pour lui, les rendements sont nettement meilleurs. L'an dernier, j'ai abandonné la culture transgénique.
Et la pyrale, une larve qui infecte le maïs, est apparue. Résultat, ma production a baissé de 50%. Au lieu de 160-170 tonnes par hectare, je n'ai récolté que 80 tonnes. J'ai replanté des OGM car c'est la seule solution contre la pyrale. En Espagne, si le pouvoir politique de droite comme de gauche reste favorable aux OGM, les opposants sont de plus en plus nombreux. Ainsi, la Puebla de Casala, une ville de 11 000 habitants sur la route de Malaga. La commune s'est déclarée sans OGM, un travail de persuasion entrepris par le maire. Le processus a consisté à convaincre les agriculteurs de la région que les produits qui nous arrivent en ce moment et les produits qui sont vendus à l'international sont contre-productifs pour le futur de nos enfants. Pendant des années en Espagne, les OGM ont été avant tout considérés comme une avancée scientifique. Aujourd'hui, certaines associations et syndicats commencent à mieux informer la population. Agriculteurs ou pas, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir que le pays tout entier renonce aux cultures génétiquement modifiées. Pour beaucoup, c'est l'avenir de l'agriculture espagnole qui est en jeu. Bérangère, on le voit bien dans votre reportage, les apiculteurs ont l'air très en colère par rapport aux producteurs d'OGM, mais ce ne sont pas les seuls. Oui, dans la manifestation qui a eu lieu à Séville au printemps dernier, il y avait également des producteurs de coton. Les industriels continuent d'essayer d'imposer des nouvelles cultures OGM en Espagne. Dernière en date, le coton OGM qui a une demande de mise sur le marché qui est en attente aujourd'hui. Le coton espagnol, de toute façon, il n'est pas compétitif. Donc pour valoriser ce coton, ils ont décidé d'aller vers un coton un peu plus spécifique. Pas bio, mais ils tendent vers le bio, ils espèrent avoir du bio. Et aujourd'hui, s'il y a un coton OGM qui est mis en place sur le marché, comme c'est le cas pour le maïs, les deux cotons vont se retrouver dans les mêmes sacs. Et donc tous les efforts de ces agriculteurs seront réduits à néant. Mais il était aussi question de favoriser l'étiquetage. On voit en Espagne, le seul étiquetage qu'il y a là-bas, c'est un étiquetage OGM. Alors aujourd'hui en France, les associations réclamaient depuis un certain temps un étiquetage non OGM, ce qui n'était pas légal jusque-là. Depuis le 1er juillet dernier, ça vient de changer. Donc aujourd'hui, on a des étiquettes non OGM. Pour la viande, on a nourri sans OGM. Seul petit bémol, ça ne concerne pas la viande, les animaux qui pèsent dans des prairies, puisque l'herbe, de toute façon, il n'y a pas une herbe OGM, donc ils ne peuvent pas bénéficier de cet étiquetage sans OGM, ce qui est un peu dommage dans la mesure où c'est la viande la plus naturelle qui soit. Merci Bérangère. Il y a 3 ans, la ville de L'Aquila en Italie était dévastée par un fort séisme. À l'époque, Silvio Berlusconi, alors président du Conseil, promettait une reconstruction rapide. Pourtant, entre-temps, rien n'a vraiment changé. Paul Bouffard s'est rendu sur place. Paul, pourquoi est-ce que vous avez décidé de retourner à L'Aquila ? On a voulu revenir sur l'une des plus grandes catastrophes que l'Italie n'ait jamais connues. On a voulu savoir où en était la reconstruction et savoir comment vivent aujourd'hui, 3 ans après, ces Italiens. Et ce qui est devenu l'argent qui a été versé aussi par l'Union européenne. Donc on vous suit dans la région des Abruzzes. Une cité médiévale dévastée, comme bombardée. Au cœur des Abruzzes, dans ces rues vivaient plus de 70 000 personnes. Aujourd'hui, L'Aquila est une ville fantôme. 3h32 du matin, le 6 avril 2009. L'Aquila est touchée par un tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. La ville est totalement détruite, 309 morts et plus de 55 000 personnes évacuées. À quelques kilomètres du centre-ville, l'urgence a fait pousser ses résidences champignons. 3 ans après, 27 000 victimes ne sont pas rentrées chez elles. Les sinistrés sont hébergés dans ces maisons en bois. Giuliano et sa femme ont tout perdu. Aujourd'hui, ils vivent au milieu de nulle part. Il n'y a rien ici, pas de magasin, il faut aller loin. Au milieu de ça, il n'y a rien, il n'y a que nous. Hé, il me demande s'il y a des magasins ici. Non, non, il n'y a rien. S'il y en avait, il ferait du bon business. Il n'y a rien ici, plus rien. Ce policier à la retraite compte chaque jour loin de chez lui. Je suis ici depuis le 23 février 2010. Ça fait 2 ans et 3 mois. À 78 ans, Giuliano se sent coupé du monde, abandonné des autorités. Pourtant, il espère toujours reconstruire sa maison et sa vie. On attend de rentrer chez nous. Ça sera un soulagement psychologique.
Revoir où tu as été baptisé, marié, où tu as eu des enfants, où tu es devenu grand-père, c'est la chose la plus importante. Ici, tu as un toit sur la tête, mais ça s'arrête là. La vie d'avant, elle n'existe plus. Tu ne pourras plus la voir. 3 années se sont écoulées depuis la catastrophe. Le cœur historique en ruine est inhabitable. Dans cette zone rouge, surveillée par l'armée, personne ne peut circuler. Au détour d'une ruelle abandonnée, un irréductible, Fausto Corti. Il préside l'association de sauvegarde du patrimoine local. Et pour lui, pas question de laisser tomber sa cité. Ça, c'est ma maison, c'est le jardin de chez moi. Dans sa maison, la reconstruction n'a pas commencé. La vaisselle du soir du séisme est encore dans l'évier. Au lendemain du drame, la Commission européenne verse une aide de près de 500 millions d'euros à l'État italien. Une aide qui n'a pas servi à la reconstruction. Le problème principal aujourd'hui, c'est que l'argent reste dans les caisses de l'État à cause de la bureaucratie italienne qui bloque la reconstruction. Surtout ici, dans le centre historique, 3 ans après le tremblement de terre, on est encore au stade des projets. À l'époque, dans l'urgence, le gouvernement Berlusconi sécurise les bâtiments endommagés. Opération trop coûteuse pour les architectes et urbanistes. La mairie de L'Aquila et l'administration générale a dépensé 400 millions d'euros dans le processus de stabilisation. Ils ont employé des milliers d'ouvriers, des centaines d'ingénieurs sans même savoir s'il était possible de sauver tel ou tel bâtiment ou s'il fallait le détruire. Aujourd'hui, les autorités sont encore dans l'urgence et se contentent de financer l'aide aux victimes. De l'argent gaspillé, selon Fausto Corti. Plus la reconstruction durera longtemps, plus l'argent partira dans l'assistance d'urgence aux personnes. Tous les habitants de l'Aquila sont assistés et reçoivent de l'argent public. Mais cet argent devrait plutôt servir à reconstruire. Au final, plus on est assisté, moins il y aura de fonds pour sauver la ville. Le 18 mai dernier, élection municipale. Le maire Massimo Cialente est reconduit. Lors d'une conférence de presse, il présente son plan de réhabilitation. Mais reste un problème, un homme, un opposant au maire, le commissaire du gouvernement pour la reconstruction. Depuis la nomination de ce proche de Silvio Berlusconi au lendemain du séisme, les fonds n'arrivent plus. Aucun chantier n'a vu le jour. Le gouvernement dit qu'il y a de l'argent, il continue de le dire. Alors, si c'est vrai, donnez-nous les ressources pour avancer. S'il n'y a rien, il faut nous le dire. C'est un acte de responsabilité de le dire. Pourtant, malgré le sentiment d'abandon, les habitants petit à petit se réapproprient les ruines. Il y a quelques lueurs de vie avec des commerçants qui se réinstallent, qui ont repris leur activité. Je les appelle les pionniers. Mais au final, c'est vrai que la ville a du mal à reprendre son souffle. Face à la lenteur des autorités italiennes, la municipalité de l'Aquila veut devenir capitale européenne de la culture en 2019. Une dernière chance pour espérer un sursaut et la reconstruction. Paul, qu'est-ce qui vous a marqué durant ce reportage ? Eh bien, en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être au cœur d'une ville fantôme. Dans les rues, on croise personne, à part quelques militaires et des agents de la municipalité qui patrouillent pour surveiller la zone car elle est encore très dangereuse. Et elle n'est pas accessible, elle est fermée. Le centre-ville est complètement fermé. Alors en périphérie, il y a quelques magasins qui rouvrent petit à petit. Chose étonnante aussi, je me suis retrouvé devant un bar-tabac et figé dans le temps, même les bulletins de loto gagnants sont restés par terre tels quels. Qu'on voit sur ces images d'ailleurs. Exactement. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'être au cœur d'un Pompéi bis. Mais concrètement, est-ce qu'on peut espérer un jour voir l'Aquila reconstruite ? Concrètement, l'Italie est confrontée à la crise de la dette qui secoue toute l'Europe. Elle a peu de marge de manœuvre. Donc le gouvernement essaie de lever des fonds. Récemment, ils ont augmenté la taxe sur l'essence. Ça pourrait lever 500 millions d'euros en 2013. Sinon, il y a d'autres mesures un peu plus médiatiques cette fois-ci. L'équipe nationale de football italienne, la Squadra Azzurra, exactement, finaliste à l'Euro 2012, a décidé de reverser la totalité de ses primes pour venir en aide aux victimes. Dernier levier peut-être pour le maire de l'Aquila, Massimo Cialente, qui vient d'être réélu. Il garde en tête un rêve peut-être un peu fou, c'est de faire de sa ville la capitale européenne de la culture en 2019. C'est peut-être la dernière chance de sauver l'Aquila. Merci Paul.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr.